Hello la bande, je vais rajouter cette petite vidéo, j'avais pas prévu de le faire mais je me dis que c'est quand même important de parler des choses à ne pas faire. Voilà, je suis pas hyper à l'aise avec le fait de le faire et à la fois ça fait partie de la communication bienveillante donc je vous transmets cette info. Alors les obstacles à la communication. Par exemple, un des trucs dont j'ai déjà parlé je pense dans les autres vidéos, c'est de s'assurer de la disponibilité de l'autre, de sa propre disponibilité et de la disponibilité de l'autre à nous écouter vraiment. Et être écouté vraiment, pour moi, aujourd'hui, c'est évident que ça veut dire que je ne veux pas de conseils après, sauf si j'en demande. Mais en fait, j'y ai réfléchi et je me suis dit peut-être que c'est pas évident pour tout le monde. Donc dans la communication bienveillante, il y a vraiment cette idée de ne pas donner de conseils non sollicités aux gens qui se déposent auprès de nous. Les conseils, on évite. On peut demander. Moi, ça m'arrive de dire est-ce que c'est ok pour toi si je te donne un conseil ou si je te donne mon avis, ou alors avec mon amoureux quand on a des conversations, on peut annoncer directement là j'ai besoin de déposer et j'ai pas envie de conseils, j'ai juste besoin d'écoute. C'est vraiment pratique de parler de l'endroit, enfin d'expliquer de l'endroit où on parle en fait, et si on est ok pour ce qu'on est ok de recevoir ou non ensuite. Je suis désolée, aujourd'hui je suis fatiguée. Donc, quelques obstacles à la communication. Les jugements. Genre c'est bien, c'est mal, c'est trop, c'est pas assez. Le fait de porter des jugements de valeur en fait à ce que je ressens ou à ce que me partage la personne, on évite. Ça, c'est pas de la communication bienveillante. Les interprétations. Bah, j'ai l'impression que là, toi, tu t'en fous. On évite. C'est pas de la communication bienveillante. Jugement, interprétation. On évite les comparaisons. C'est plus, c'est moins, c'est mieux que, c'est meilleur. C'est avec mon amoureux et avec ma meilleure amie aussi, j'ai l'habitude de rigoler en disant « Mais c'est toujours la même chose, à chaque fois c'est pareil, ça changera jamais !» C'est le combo des trucs à ne pas dire en communication bienveillante. Il y a aussi les étiquettes. Ah bah oui, bien sûr, éviter les étiquettes, absolument. Avec les enfants aussi. On n'enferme pas quelqu'un dans une caractéristique, c'est pas cool de faire ça. Ça abîme, on se rend pas compte. Les enfants, notamment, moi je sais qu'en formation d'éducatrice Montessori, c'est une des premières choses qu'on nous a dites un peu vénère. Genre, on ne met pas d'étiquette sur les enfants. On n'appelle pas un tel, une telle, la râleuse ou le râleur, la mimi cracra ou le boudeur, ou ça on fait pas, c'est pas cool. Et de la même façon, on le fait pas avec les gens qui nous entourent. C'est enfermant, c'est limitant et ça crée des choses pas chouettes. Voilà. Les généralisations, on évite de dire c'est toujours comme ça, c'est chaque fois pareil, ça changera jamais. On laisse la porte ouverte aux possibilités, tout est possible. La dualité, soit c'est tout blanc, soit c'est tout noir, soit est-ce que tu veux bien, par exemple, est-ce que tu voudrais bien qu'on ait une conversation à propos d'un sujet un peu relou en fin de journée? Bah, la personne qui répondrait ou alors si toi tu dis ok, est-ce que tu voudrais bien qu'on parle d'un truc relou, par contre c'est soit ce soir, soit j'aurais pas la dispo d'en parler quoi. Ça c'est pas cool, moi je suis capable de faire ça. La dualité quoi, en mode soit c'est comme je veux maintenant, soit ça sera jamais. Ça c'est pas cool. Voilà. Les reproches, c'est de ma faute, c'est de ta faute. Ben d'ailleurs, vous l'avez vu, je l'ai mis dans les trucs qui me paraissent trop cool dans le premier chapitre. Le fait que chacun soit vraiment responsable de sa partie d'écharpe.
pas de ta faute, c'est pas ma faute, c'est la situation qui fait que, et moi j'ai 50% de ma part de responsabilité, toi tu as 50% de ta part de responsabilité. Si jamais ce sujet vous titille, que c'est compliqué pour vous d'accueillir cette réalité qui est qu'on est responsable à 50% de ce qui se passe dans les relations, je peux vraiment l'entendre, je peux vraiment le comprendre, et je pense que c'est autant faux que vrai. C'est Issa Padovani d'ailleurs, dont je parle encore et encore, qui dit tout le monde a tort, tout le monde a raison, il faut arrêter, il faut sortir de ce truc-là. Il y a aussi mérite, punition, récompense. Ah bah, clairement. Pour moi, dans l'éducation bienveillante, par exemple, il n'y a pas de punition. Et il n'y a pas de récompense non plus. Il y a, au lieu des punitions, ce sont des réparations. Par exemple, t'as pas, je sais pas, t'as pas rangé ta chambre comme je t'avais demandé. Au secours, j'aime pas dire ça. Mais bon, admettons. T'as pas rangé ta chambre comme je t'avais demandé, plutôt que de punir, ben dire, bah du coup, comme tu t'étais engagé à le faire, moi j'aimerais bien qu'on trouve ensemble une réparation possible. L'idéal c'est de demander à l'enfant, moi je trouve, quelle réparation est-ce que tu proposes pour ne pas avoir tenu ton engagement. Et l'enfant peut dire, bah je propose de le faire maintenant, ou de le faire demain, ou... Ok, c'est pas une punition. C'est pas genre, bon bah puisque c'est comme ça, je te punis, tu dois tout faire maintenant. Non, c'est une réparation. Et puis on discute ensemble de est-ce que ça te convient, est-ce qu'on peut aussi parler de pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé avec la chambre. Tu m'as dit que c'était ok pour toi de la ranger, et je vois là qu'il y a tant d'affaires qui traînent, que elle ressemble pas à ce à quoi elle ressemble quand tu me dis que tu as rangé ta chambre. Et du coup j'aimerais bien comprendre ce qui s'est passé. Oui, bah en fait, c'est parce que j'étais passionnée par un autre truc, j'ai pas pensé. Et puis d'ailleurs, je trouve qu'une fois par semaine, c'est trop. Là. Ok. Bon, alors on va peut-être rediscuter des modalités du rangement de chambre ensemble. Mais en attendant, là, pour moi, c'est vraiment important qu'il y ait réparation parce que j'avais vraiment besoin de soutien et de partage des tâches. Et je suis fatiguée. Et j'ai envie d'ordre et d'harmonie dans cette maison. Et quand je vois ta chambre, je me sens débordée. Je me suis enflammée là, je suis désolée. Punition, récompense. De la même manière que quand un enfant fait quelque chose de génial, bah lui offrir une récompense pour ça, c'est comme poser l'attention pas au bon endroit, puisqu'en fait la récompense elle est dans le fait que waouh, ça a été fait et du coup on célèbre. Et c'était pas du tout le sujet de la vidéo, je suis désolée. Punition, récompense, on évite. Si vous avez envie de parler plus de ce sujet, avec plaisir, j'adore. Vous me dites juste en dessous, dans les commentaires. Ou sur le groupe Facebook, ou vous m'envoyez un message, ou contactez-moi. L'autre obstacle à la communication bienveillante, c'est le déni de la responsabilité de nos actions. Alors, je ne sais pas pourquoi ça s'appelle comme ça, mais à côté, il y a écrit « il faut »,« je dois »,« tu dois »,« c'est obligé »,« c'est normal de ». Mais vous le savez, je pense maintenant, je déteste le verbe falloir, je déteste le verbe devoir. Et quand on me dit il faut que tu, il y a tout mon corps qui se crispe. Et effectivement, je comprends que ça soit écrit dans les obstacles à la communication bienveillante, parce que si tu dis à quelqu'un il faut que tu fasses ça, tu dois faire ça, c'est obligé de, bah, elle est où la bienveillance par rapport au rythme de la personne d'en face? Voilà. Ensuite, les exigences, bah oui. Menace, carrément, il y a écrit menace, culpabilisation. C'est pas dans le domaine de la bienveillance de menacer quelqu'un, d'exiger de l'autre qu'il fasse quelque chose. Ça y est, j'ai dit qu'il et c'était naturel. Stylé. Et les sacrifices, oh c'est beau ça. Eh, c'est magnifique, le sacrifice. Pour faire plaisir sans y trouver soi-même une forme de plaisir. Ça, c'est pas bienveillant. C'est pas bienveillant envers qui? Envers nous-mêmes. Donc ça, on fait pas. Voilà. Écouter avec empathie, c'est aussi éviter de moraliser, surenchérir, consoler, conseiller, dévier sur des anecdotes. Dévier sur des anecdotes. Non mais alors ça, quand avec mon amoureux, on part dans des conversations dans un cadre de communication bienveillante, enfin,
dans le sens où j'ai une tension à déposer, ou alors il a une tension à déposer. Et dans ce cas-là, c'est comme si je viens de dire est-ce que tu veux bien qu'on discute d'un truc, je voudrais déposer quelque chose, tu me dis que tu es disponible. Et donc je te partage mon truc et là tu me réponds oui mais en fait moi pareil hier et là wow, on dévie et ça c'est pas l'idéal. Donc moi parfois quand je dépose des choses à mon amoureux, ça fait longtemps que c'est pas arrivé, si jamais il y a d'autres anecdotes, sujets qui viennent sur le tapis source de tension, je les note. Ok, d'abord on parle de mon problème source et après on parle des autres trucs. Ou alors parfois je dis est-ce que ces autres trucs que tu balances, ils sont tellement vivants en toi que tu peux pas être disponible pour moi, mon sujet de base, parce qu'en fait, toi, tu es trop pollué par d'autres trucs. Ok, bon, mon sujet de base, on le met de côté et on prend d'abord ces trucs-là, ça, et puis on dénoue, quoi. On dénoue tous les petits nœuds et puis ça finit par être très agréable. Clore la question. Ah, ça Clore la question, ouais. On peut dire qu'on n'est plus disponible, mais dire c'est fini, on n'en parle plus, ça n'est pas de la communication bienveillante et c'est vraiment foireux comme manière de faire. Moi, je pense que les non-dits, parce que si on dit à l'autre c'est terminé cette conversation, on dit non au fait qu'il continue de parler. Donc pour moi, c'est créer des non-dits que de... je me perds, pardon. Que de clore la question. Moi, j'ai l'impression que les relations, si elles se délitent, je ne sais même pas si j'emploie bien ce mot-là, si elles s'effritent, elles s'abîment, c'est parce qu'avec le temps, on n'est pas allé au bout des tensions qui sont apparues. Et donc, au bout d'un moment, ça pète. Et moi, j'ai l'impression, en tout cas, c'est ce que je vis. Et c'est pour ça que j'aime tellement la communication bienveillante et que pour moi, c'est tellement important d'être dans des relations où c'est accueilli. En tout cas, les relations choisies qu'on a envie d'entretenir dans notre vie. Pour moi, la communication bienveillante, c'est vraiment l'outil qui permet de ne plus avoir de non-dit. Quand il y a des tensions qui apparaissent chez les gens quand on aborde certains sujets, j'ai l'impression que dans ce cas-là, pour moi, la communication bienveillante, ça devient la clé. Parce que soit je me fais mon OSBD avec moi-même, enfin dans tous les cas, je me fais mon OSBD avec moi-même, et après je vais poser mes questions pour clarifier ce qui se passe, enfin... On peut aussi faire le OSBD ensemble. C'est ça en fait qui bloque, que j'arrive pas à dire parce que c'est ce que je prône dans ce programme, le fait de ne pas faire le OSBD avec quelqu'un, mais le faire seulement avec soi-même et ensuite aller juste vérifier ses interprétations. Moi, ça m'arrive de faire des OSBD quand même. Parfois, de dire écoute, là il se passe ça, moi je me sens comme ça, alors que ce que j'aimerais c'est vivre ça et ça me fait du bien de me sentir entendue dans tout le processus aussi. Voilà. Investiguer. C'est pas cool de chercher à fouiner derrière les trucs. Oh là là, mon Dieu, mais j'ai tellement fait ça, moi. Oh, aller creuser. Mais si tu dis ça, c'est peut-être parce que ceci, parce que cela, il se serait pas passé ça. Oh, je l'ai énormément fait creuser alors que j'y étais pas invitée. Investiguer. Et ça, j'ai bien vu, après coup, à quel point c'est pas bienveillant, en fait. J'ai du taf, hein. Ça demande du temps. Donc on évite d'investiguer, de chercher la cause des choses, la source, si la personne n'en a pas envie. Expliquer. Pas bienveillant d'expliquer. Bon, si la personne est disponible, oui. Mais sinon, c'est vrai que ça, c'est aussi une technique que j'ai de torture mentale. Je fais des monologues pour expliquer ce que j'ai vécu. Et expliquer comment les choses fonctionnent. Et je bouffe l'énergie des gens en faisant ça. En fait, globalement, c'est intéressant de demander à la personne si elle est disponible pour entendre. Mais genre vraiment, sinon ça vaut le coup de se taire. Je suis dure.
évite d'analyser, bah pour moi c'est comme investiguer. Et on évite de corriger, bien sûr. Dans la pédagogie Montessori, on nous apprend à ne pas corriger l'enfant. Parce que ça peut atteindre sa confiance en lui, ça peut lui donner l'impression qu'elle ne sait pas faire tout seul, toute seule. Et donc, plutôt que de corriger ou de reprendre, on fait rien. Et on refait ce truc-là plusieurs fois devant l'enfant. Par exemple, si vous avez envie que votre enfant il apprenne à dire merci. C'est un sacré sujet, les formules de politesse. Avant un certain âge, c'est vraiment pas intéressant de forcer les enfants aux formules de politesse. Mais bon, c'est un autre sujet. Donc, quand ils sont en âge et que vous trouvez ça intéressant et que l'enfant trouve ça chouette aussi, n'attendez pas qu'ils disent merci pour lui donner la chose. Tu sais, ce truc de... Qu'est-ce qu'on dit? Le mot magique? Non, ce que vous faites dans ce cas-là, c'est que vous dites merci à tire-larigot. C'est la première fois que j'utilise cette expression. Vous dites merci encore et encore et encore, plein de fois. Et ça finit par entrer, en fait. Ça finit par entrer. Ça me donne envie de vous raconter cette anecdote. En formation d'éducatrice Montessori, on nous explique qu'il faut donc faire tous les gestes lentement, avec les 2 mains. On fait bien attention aux gestes qu'on fait, on ne fait pas des gestes parasites, on ne parle pas en même temps. Il y a vraiment toute une chorégraphie autour de présenter des choses. Et donc bref, notre formatrice nous raconte l'histoire d'une éducatrice Montessori qui, quand elle présentait les objets aux enfants, systématiquement, avant de présenter les objets, elle faisait ça. Elle remettait ses cheveux derrière son oreille. Et du coup, apparemment, il y avait plein d'enfants dans son école qui, à chaque fois, quand ils posaient le matériel sur leur bureau, ils faisaient ça avant. Mais même les tout petits qui n'avaient pas de cheveux. Bref, le mimétisme, c'est oufissime. Donc, plutôt que de corriger, on refait à côté, convenablement. Et on refait. Et surtout, on le fait, nous, devant l'enfant, pour nous. Elle est longue cette vidéo, je pensais pas. Abusé si la plus longue vidéo du programme, c'est celle sur les trucs à pas faire, ça serait trop dommage. Et ben voilà, j'ai tout dit. Bon, tout ça, il faut que vous le reteniez par cœur. Tu dois, mais non, bien sûr que non. Juste, je l'ai dit, voilà, vous pouvez les noter, vous pouvez revenir sur cette vidéo, vous pouvez en faire ce que vous voulez. C'était important pour moi de le dire, de le déposer, parce que... Bah déjà parce que ça me fait du bien de relire ça. Et puis parce que c'est hyper important. C'est comme le fait de parler en je et de pas dire tu. Je me sens comme ça. C'est pas toi qui fasses les fouilles. C'est moi qui me sens... Ça n'a plus de sens. Je vais m'arrêter là. Je ne sais pas où je vais mettre cette vidéo dans le programme. Je vais prendre le temps d'y réfléchir et puis je verrai bien. Donc je vous envoie un cœur qui part dans toutes les directions parce que je ne sais pas d'où ça vient et où ça va.